Hop, c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième cours du Q-Club. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser tout ce que l'on a vu précédemment vous- euh, et les appliquer avec des vrais algorithmes. Le premier qu'on va vous présenter, ça s'appelle la téléportation quantique. Donc comment transférer une information en utilisant la technologie quantique. Après, on va passer un peu de temps sur la définition de ce que c'est qu'un oracle. C'est un outil qui est extrêmement puissant mais dont la définition est un peu abstraite. On essaiera de mettre un peu une définition un peu plus comment dire, une vraie définition sur ça, mais c'est un élément qui est très important et qui entre autres rend tout ce qui est informatique quantique très très intéressant. On va également regarder rapidement, donc je vous avais parlé d'une liaison satellite qui s'était fait en 2017, il me semble, entre la Chine et l'Autriche, il me semble. Euh, cette liaison satellite qui du coup a été encryptée grâce à de l'informatique quantique et qui a permis donc de savoir que leurs informations n'étaient pas décryptées. Après, je vais passer bon, pas énormément de temps, mais un petit peu sur les différentes technologies qui existent pour réaliser physiquement. Alors, je m'y connais pas suffisamment pour pouvoir avancer trop dans ce domaine, donc ça sera assez bref quand même. Et après, on pourra discuter probablement un peu, peut-être en fonction du temps qui nous reste sur différents algorithmes. Et, euh, et voilà. Comme j'ai l'habitude de faire d'habitude, je vais vous citer un physicien à propos de tout ce qui est informatique quantique. Et entre autres, Heinz Pagels a dit que pour découvrir ce qu'est la réalité quantique, il ne faut pas l'imaginer, mais plutôt spécifier très exactement comment nous l'observons. Et vous allez voir que ça a énormément d'importance. Euh, et on va voir ça tout de suite. Par exemple, pour la téléportation quantique, on fait pas des simples mesures, mais on fait des mesures combinées. Alors, la téléportation quantique. En gros, le but est d'envoyer une information de Alice à Bob. C'est pas très original, mais je vais faire comme tous les informaticiens. Je vais prendre deux noms et ça sera Alice et Bob. Donc Alice doit envoyer un message à Bob. Elle va d'abord moduler son signal euh, pour les transformer dans des états de belle. Elle va envoyer les états intriqués selon donc ces états de belle. Et lorsque Bob les a reçus, ils vont pouvoir faire une mesure conjointe, non pas juste selon un qubit, mais une mesure selon les états de Bell. Et grâce à cette mesure, Bob va pouvoir recevoir le message. Le problème, c'est-à-dire que tout ça, vous pouvez le faire en instantané. Le Bob a, lorsque Alice envoie son état traqué à Bob, euh, c'est d'abord vous envoyez dans un premier temps vos particules intriquées, mais c'est indépendamment de votre message. L'envoi du message, lui, se fait juste lors de la modulation des paires d'électrons ou des paires de qubits intriqués. Et donc tout ça se fait en instantané. Le seul problème, c'est que du point de vue de Bob, il va recevoir uniquement des mesures selon les états de Bell, mais il va pouvoir les interpréter comme un message uniquement grâce à l'information de comment Alice a fait sa modulation pour ses paires de qubits. Donc en soi, même si le message est transmis instantanément, la compréhension du message, elle, n'est disponible que avec une vitesse qui est au mieux celle de la lumière. J'ai voilà. Alors ça, à droite, c'est
un algorithme que nous avons codé en utilisant un simulateur de Microsoft. On a utilisé la Visual Studio comme plateforme de développement et il y a une extension qu'on l'on peut rajouter donc du coup pouvoir faire ce simulateur. Et à gauche, c'est la réalisation sur l'infrastructure d'IBM en ligne. Donc, la partie à droite, c'est vraiment, on a tapé du code et donc ça vous permet de faire un peu plus, d'avoir plus de possibilités, étant donné que bah, si vous avez envie de faire des boucles, c'est plus simple. Vous pouvez faire des conditions, vous pouvez faire beaucoup plus de choses lorsque vous faites uniquement du code sur un simulateur, plutôt que glisser des portes sur une plateforme en ligne. Donc là, en l'occurrence, on a deux versions pour pouvoir le faire. Lorsque vous faites des algorithmes plus compliqués, la première version où vous glissez uniquement des portes, elle est pas faisable. Mais bon, c'est pas grave. Donc si je vous explique un peu comment ça marche. Déjà, il y a, ici on prend 3 qubits. On a le qubit 0 qui correspond au message. Le qubit 1, c'est la paire de photons, enfin un des qubits ou un des photons, un des électrons que Alice a. Et le dernier qubit, c'est Bob qui l'a. Et donc l'intérêt, c'est que Bob, lui, va faire des mesures uniquement selon le qubit qu'il a devant lui, et à partir de ça, il va pouvoir l'interpréter et comprendre le message. Si on regarde un peu, la porte X, c'est pour dire bah l'élément qu'on va envoyer, c'est un 1. C'est-à-dire qu'au départ, sur les simulateurs d'IBM, vous commencez toujours, et ça sera vrai pour quel que soit le simulateur, vous commencez toujours avec l'état 0000. Et donc, si vous voulez envoyer un 1, vous commencez par flipper votre qubit en lui appliquant une porte X. Après, il y a la partie, si je reviens un petit peu en arrière, modulation. C'est celle qui est ici. La modulation, donc on utilise d'abord une porte d'Adamar. Vous savez, c'est la porte qui fait que vous vous retrouvez à obtenir les différents états possibles avec des probabilités équivalentes. Après, on lui applique une porte C-note, donc de controled note, entre nos deux éléments intriqués. Donc, ce morceau de circuit, donc l'utilisation de la porte d'Adamar et l'utilisation de la porte de C-note permet d'obtenir un état de Bell. Ici, vous allez obtenir soit l'état 0,0, soit l'état 1,1, avec une probabilité de 1 chance sur 2 pour chacun d'entre eux. Ici, c'est vrai, c'est le cœur de la modulation, c'est on lit notre paire d'éléments intriqués au message. Et pour que ça marche, il faut appliquer une porte Hadamard au corps après. Et, euh, et donc là, la modulation est faite. Maintenant, la dernière partie, c'est la mesure. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait, donc, on a initialisé notre message, on a modulé pour que le message soit transmis de Alice à Bob. Et maintenant, il faut le comprendre. Donc, déjà, on va commencer par mesurer. Alors, on va faire une première mesure selon, des mesures uniquement du côté d'Alice. C'est important. Le, on va mesurer le premier qubit, donc le message, qui, étant donné qu'il y avait une porte d'Adamar, avait ici une chance sur deux d'être sur 0, une chance sur deux d'être sur 1. On va également mesurer notre paire d'éléments de qubits intriqués. On va faire alors normalement on est censé faire une mesure particulière, pas uniquement une mesure si c'est 0 ou 1, mais une mesure selon les quatre éléments de Bell. Donc je vous avais présenté ça, les quatre possibilités, les quatre états. Et ici la mesure c'est un peu particulière.
mais il me semble que ça marche aussi avec une mesure standard. Et la dernière partie, donc celle-ci, c'est la partie décryption, décryptage, je sais plus, la partie analyse de la donnée qui a été reçue. Ici, on sait qu'on doit appliquer un CNOT et un CTRL Z, donc c'est un changement de phase ici. Euh, Parce que on sait comment Alice a créé son message initialement. Et entre autres, ça dépend il me semble, de la mesure, je sais plus. Mais c'est sûr que ça fait, entre autres, ça dépend de l'initialisation. Et ce qui est important, c'est que la réalisation des deux dernières portes, elle est possible euh, par Bob uniquement lorsque Alice a pu lui envoyer l'information de quelle porte il doit utiliser. Et donc c'est bon, c'est là que réside en fait vraiment je retrouve mon message. C'est grâce à cette partie-là et entre autres cette communication de ces éléments, elle est pas instantanée. Euh, Si je vous explique un peu ce qu'on a fait du côté code, on a pris ici, on a utilisé un registre je pense que je sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Mais on a créé un registre qui avait 3 qubits. On a dit que le premier, il s'appelait message, le deuxième s'appelait ici, there, et le dernier, non, there correspond à là-bas. Et le dernier, il s'appelle here, enfin, pour ici. Et donc, ce qui se passe, c'est que en fonction du message, donc si jamais le message qu'on va envoyer c'est un 1, alors on va flipper notre qubit numéro 0. Si jamais le message qu'on va envoyer c'est un 0, on le laisse dans l'état où il est. Après, on envoie on module notre message et on l'envoie. Donc ça correspond à cette partie-là du code. Et vous voyez, on retrouve notre porte d'Adamar sur le qubit numéro 1. Nos deux portes notes. À nouveau notre porte d'Adamar. Et les mesures. Les mesures, alors voilà, c'est ça. Les mesures ici, donc on mesure le message, donc qui est le qubit 0, et here, qui correspond au qubit numéro 1. Et en fonction du résultat de ces mesures, on va appliquer différentes opérations sur le deuxième qubit. Et justement, ici, étant donné que c'est Alice qui fait les mesures, c'est Alice qui dispose des deux premiers qubits, c'est elle qui va envoyer les informations à Bob en disant, voilà, moi avec mes mesures, tu vas devoir appliquer soit une porte Z, soit une porte X, soit les deux, soit aucune des deux. Et, euh, et après, euh, le, Bob va pouvoir mesurer de son côté ce qu'il a obtenu et recevoir son information. Si on l'exécute, je vous avais parlé des, des, des qubits qui étaient parfaits, réels ou réalistes. Ici, étant donné que c'est uniquement pour les deux, non, pour celui de droite en tout cas, c'est un simulateur, donc et c'est des simulateurs sur qubits parfaits. Donc vous êtes sûr à 10 puissance moins 15 près que votre retour de votre valeur sera bonne, ce qui est plutôt pas mal. Alors ici, il me semble que on a lancé ce code sur les ordinateurs d'IBM, mais les ordinateurs quantiques. Donc du coup, on n'avait pas une exactitude absolue sur le message, il y avait quelques défauts. Et c'est pour ça que vous pouvez après faire du post-traitement pour analyser à quel point il y a eu beaucoup d'erreurs ou non durant la communication des messages. Comme on fait actuellement lorsque on envoie un flux, il y a forcément des erreurs et il y a des algorithmes de correction. Est-ce que déjà vous avez des questions sur cette partie-là sur ce phénomène?
Ok. On va passer à quelque chose qui est un peu plus rigolo. Les oracles. Alors, si vous demandez à quelqu'un, juste à quelqu'un, il va vous dire, voilà, c'est une personne qui va vous trouver une solution. Je sais pas trop comment, peut-être par magie, mais qui va vous trouver une solution à un problème. En mécanique quantique, on a des oracles justement, mais c'est pas magique. C'est-à-dire que votre oracle, il a besoin d'être dans les bonnes conditions pour pouvoir vous donner la bonne solution. Et, et c'est pas juste une boîte noire, mais c'est vraiment un opérateur mathématique qui joue avec certaines évaluations et qui fait que il arrive à améliorer nos chances de trouver la bonne solution. En gros, alors là, j'ai pris l'algorithme de Grover, étant donné que c'est le seul oracle que nous on a implémenté parmi tous les algorithmes qu'on en a fait. Et donc dans l'algorithme de Grover, à un moment, il y a un oracle. L'algorithme de Grover, si jamais je vous fais la description rapide, alors euh, c'est un algorithme de recherche, en gros. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une base de données, vous allez pouvoir utiliser l'algorithme de Grover pour parcourir votre ensemble d'informations dans votre base de données et retrouver la valeur qui vous intéresse va vous permettre ouais, en utilisant cet algorithme, vous allez pouvoir retrouver l'information qui vous intéresse. Mais étant donné que c'est pas magique, il faut qu'il y ait un élément qui puisse faire en sorte que votre oracle reconnaisse quelle est la solution. Euh, Entre autres, par exemple, je sais, ben, si on prend je sais pas, un labyrinthe, vous savez différencier lorsque vous arrivez dans un couloir, si jamais le couloir peut continuer ou non, ou si par exemple c'est la sortie. Et entre autres, par exemple, le fait que s'il y a marqué un gros panneau avec marqué sortie, vous pouvez savoir que vous êtes arrivé. Et ben pour les oracles, c'est à peu près le même principe. Il faut qu'il y ait ce panneau qui vous dise, voilà, c'est ici, c'est t'es bien arrivé, c'est cette valeur-là qu'il faut améliorer et essayer de renvoyer. Comment ça marche? Donc, on initialise à tous les états possibles. En utilisant donc notre oracle grâce à ce critère de voilà, il y a le panneau avec marqué c'est ici qu'il faut renvoyer la valeur. C'était pas très français ça. C'est c'est cette valeur-là qu'il faut renvoyer. L'oracle va changer la phase de la valeur qu'il a trouvée et après, étant donné, il va faire ce qu'on appelle un flip around average, c'est-à-dire que si vous regardez, en fait, vous pouvez juste voir ça comme on prend la barre du milieu et on la remonte légèrement jusqu'à, par exemple, je sais pas, la moitié. Et après, vous retournez à nouveau votre valeur que votre oracle a trouvée. Donc, si vous prenez cette ligne là des zéros, vous l'augmentez. Donc, c'est-à-dire vous diminuez toutes les amplitudes qui sont positives et vous augmentez celles qui sont négatives. Et vous allez obtenir cet état où, du coup, vous vous retrouvez à toutes les valeurs possibles ont une amplitude plus faible que ce que votre oracle a trouvé. Vous le faites ça de l'ordre de racine de n fois, où n est la quantité de qubits que vous avez dans votre système. Et vous allez pouvoir après mesurer et vous vous retrouvez avec, par exemple, 98% de chances de trouver la bonne solution. Un élément très important, c'est ce que je vous ai parlé de racine de n. Oui, c'est ça, de l'ordre de racine de n. Pourquoi? Si jamais vous continuez à faire à nouveau ce phase shifting et vous le faites un peu trop de fois, vous allez vous retrouver dans cet état-ci. Oui, et ce qui va se passer, c'est que vous allez
non pas améliorer vos chances de trouver la bonne solution, mais les détériorer. C'est-à-dire, c'est un peu comme vos, 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 vos chances vont être de l'ordre, par exemple, d'un sinus, et qui n'atteindra pas 1, malheureusement. Mais il y a une valeur optimale pour laquelle vous obtenez la meilleure valeur, la meilleure solution que l'oracle vous propose. Mais si vous continuez, vous allez descendre votre courbe de sinus en fait, et vous retrouvez à nouveau dans l'état où j'ai aucune information et je ne peux rien en tirer. J'ai juste tous mes états qui vont être équivalents. C'est-à-dire si par exemple vous le faites, je pense que de l'ordre de 2 fois racine de n, vous allez le retrouver exactement dans l'état initial. C'est des ordres, hein, donc il y a quelques autres variables qui rentrent en jeu, bien sûr. Du coup, on appelle ça l'itération superflue. C'est-à-dire que votre itération, elle va détériorer votre état et non pas l'améliorer. Pourquoi on n'atteint jamais 100% de chance de trouver notre valeur? Déjà parce que, alors on avait défini ça au premier cours, toutes les portes et tous les systèmes quantiques doivent obéir à une seule règle, c'est que si vous regardez les matrices, elles doivent toutes être inversibles. Elles doivent toutes être unitaires. Et par conséquent, il y a une seule opération qui, elle, n'est pas inversible et unitaire, c'est la mesure, étant donné que vous détruisez l'intégralité de votre état pour obtenir une valeur, mais vous ne pouvez pas reconstruire l'état sans refaire tout l'algorithme. À part cette mesure qui donc du coup ne respecte pas ces conditions, toutes les autres portes qui sont appliquées entre autres dans un oracle, je vous montrerai un petit peu de code juste après. Toutes les opérations qui sont faites à l'intérieur de l'oracle euh, doivent être unitaires et inversibles. Et donc, vous ne pouvez pas dire, bah voilà, quand je l'ai trouvé, je mets sa valeur à 1 et toutes les autres à 0. Ça, ce serait de la destruction d'éléments et ce ne serait pas vraiment un oracle. Ça, c'est pas physiquement possible, en fait. Donc ici, on va juste se retrouver à, au mieux, une certaine probabilité d'obtenir une valeur. Mais vous aurez forcément besoin de faire une vérification après en fonction de votre mesure, ce que vous avez obtenu. Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Et après, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple l'utiliser si vous avez un petit peu de temps devant vous, par exemple 100 fois, 1000 fois ou 2000 fois, ou plus, hein, ça dépend de votre temps disponible, et, euh, et faire une étude statistique. Ce qui est important, c'est quand vous utilisez un simulateur, vous allez obtenir tous les états possibles et il va vous donner la valeur de toutes les amplitudes et la mesure ne détruit pas les états. Donc, il n'y a pas de souci. Vous avez juste à regarder à la fin quel est votre état superposé selon votre simulateur. Vous allez obtenir, par exemple, vous allez voir que c'est 0,95 selon, ici on avait choisi 0,11. Donc par exemple 0,95 selon cet état et 0,01 pour 5 autres états. Euh, mais ça, dans un simulateur, vous allez pouvoir savoir quelles sont ces valeurs. Si vous utilisez ça sur un ordinateur qui est totalement quantique, vous allez juste obtenir à la fin un état, juste un résultat qui sera l'état. Et donc, par exemple, vous allez obtenir, bon, avec le plus de probabilité, vous allez obtenir 0, 1, 1. Mais votre ordinateur quantique, tout ce qu'il va vous dire, c'est que, voilà, mon résultat, c'est 0, 1, 1. Il va pas vous dire, c'est 0 à 1, mais la probabilité que je vous donne ce résultat était de 95% et les autres probabilités étaient de 0,01%. Non, non. Il va juste vous donner une réponse. Et en général, les études statistiques vous permettent du coup de remonter de votre quantité d'état, de votre état de vos états qui ont été renvoyés par votre ordinateur à une courbe comme celle-ci où vous savez vos amplitudes. Euh, voilà. Il y a quelques soucis, entre autres, lors des implémentations d'Oracle. Dans le cas où l'entrée et la sortie ne sont pas de même taille, dans ce cas-là, il y a des problèmes lors des définitions des adjoints.
Ici, c'est marqué voisin, mais c'est une erreur de traduction, c'est des opérateurs adjoints. Euh, et, euh, et voilà. Euh, si, voilà, alors l'algorithme de Groover, vous avez l'ensemble des portes à gauche. Donc, c'est cette étape-ci, là, avec les portes d'Adamar et ce système ici qui vous permet de faire votre flip. C'est, si je reviens juste quelques secondes, ça correspond à ces deux opérations-là. On flip, puis on module autour de zéro. Enfin, en changeant la valeur. Et donc, elle se fait ici. Et cette opération, elle doit être répétée donc de l'ordre de racine de n time, de n fois. Si on regarde un petit peu le code, encore une fois, j'ai pris le code de Microsoft parce que c'est là où on avait codé le plus d'algorithmes, où on a fait le plus de choses, mais on pourra travailler sur autre chose que comme simulateur si vous en avez envie. Mais c'est celui où nous, en tout cas, on a travaillé le plus. Donc notre Groover, comment il marche? On crée notre registre de qubits ici. On fait quelques calculs en paravent parce que on sait de quel angle exactement on veut changer notre. C'est-à-dire que lorsque vous faites cette étape ici et celle-ci, vous allez définir un angle et cet angle c'est toujours le même. Donc on le définit un petit peu plus tôt. On calcule aussi le nombre d'itérations afin d'éviter de répéter cette opération plusieurs fois après. Donc on crée notre registre. On, ici, on utilise une fonction qui s'appelle apply to each. Ça veut dire que on va prendre tous nos qubits qui sont possibles et dans notre registre de qubits et lui appliquer donc la porte H. Ça correspond à cette opération. Notez bien que ici, lorsque vous avez un petit slash avec un n sur une représentation d'un circuit, ça veut dire qu'il y a n éléments. Donc ici, vous avez n qubits qui valent 0. Et vous avez un qubit qui vaut 1. Donc, on applique donc cette initialisation pour avoir une chance d'avoir tous nos états. Et donc ici, on va trouver grâce à notre fonction la marque, c'est-à-dire essayer de voir quel est l'endroit où bah, il y a ce petit panneau dont je vous ai parlé avec marqué sortie dessus. Donc ici, lorsqu'on utilise cette fonction, qui est juste au-dessus, au moment où on va trouver un élément qui est marqué, on va l'inverser, changer sa phase en lui ajoutant donc pi à sa phase, c'est-à-dire multiplié par -1, il me semble. Oui, c'est ça. Et après, donc le reflect about uniform, donc ça correspond à cette fonction et c'est cette étape, le flip around average. Donc la modulation pour augmenter nos chances de choisir de trouver le bon état. Et donc à la fin, on va mesurer. On mesure selon donc nos n qubits et donc après on applique un, un reset. Étant donné que là c'est un simulateur, lorsque vous faites un reset, vous avez juste à prendre toutes vos valeurs qui sont enregistrées en mémoire et les changer toutes par 0. Et votre reset est fait. Mais dans un ordinateur quantique, un reset veut dire que vous prenez l'adjoint de toutes les opérations que vous avez fait, et vous les effectuez exactement dans l'ordre inverse. Donc, c'est-à-dire, vous prenez l'adjoint de la porte d'Adamar, qui, il me semble, est la porte d'Adamar, et vous l'appliquez, puis vous refaites à nouveau, c'est-à-dire que une fois que vous avez fait votre mesure, vous allez devoir refaire toutes vos étapes inverses pour obtenir quelque chose à la fin. Ou sinon, si il y a des éléments qui ont été mesurés,
Vous avez besoin juste d'utiliser des portes poly X, donc les portes d'inversion. Pourquoi je dis ça? C'est que en gros, vous allez faire des mesures selon certains qubits, mais si vous avez par exemple 10 qubits et que vous faites des mesures que selon 5, les 5 autres devront être réinitialisés. Dans ce cas-là, vous avez deux moyens de le faire, utiliser une mesure et donc utiliser ces portes X, mais c'est pas forcément ce qui est conseillé, ou justement réappliquer l'algorithme en sens inverse avec des portes adjoints afin de retrouver votre état initial. Bon, on n'a pas trop à s'en soucier étant donné on utilisera surtout des simulateurs. Euh, mais voilà, si je rentre un peu plus en détail sur comment la marque elle est faite, alors on avait choisi que ici, en fait, notre état que l'on voulait retourner, ce soit un qubit sur deux, où la valeur est égale à 1. Et donc, ce qui se passe, c'est que il va chercher. Donc ça, c'est en gros, où est-ce qu'on a dit il y a un panneau stop ou un panneau sortie. Et donc, il va parcourir les possibilités et essayer de trouver donc du coup l'état qu'on a implémenté ici et le ressortir. Et donc la modulation se fait ici en utilisant donc la diffusion avec l'opérateur de diffusion de Grover. Maintenant, un petit peu de cryptographie. Donc, je vous avais parlé, il me semble, d'une communication qui s'était faite en 2017, donc entre donc la Chine et l'Europe. Euh, en, en fait, ce qui se passe, c'est ils envoyaient des informations à un satellite qui les relayait. Donc le satellite, c'était ici, Micius, il me semble. Non, euh, c'était un satellite ou pas? Je sais plus. Il me semble que oui, il me semble que c'était ça. Il me semble que en gros les informations étaient envoyées à un satellite, puis étaient renvoyées. Donc quand je dis information, c'est des paires d'éléments intriqués en général. Et donc elles étaient envoyées au satellite, puis renvoyées donc en Autriche et de l'Autriche pareil pour retourner en Chine. Et donc vous utilisez vous créez une clé comme vous faites pour de la cryptographie standard. Vous utilisez une porte XOR, ici ça suffit. Il n'y a pas besoin d'utiliser des systèmes plus complexes. L'élément principal, c'est que cette clé, donc qui est un mélange de 0 et de 1, elle est sous la forme de qubits 1 et 0. C'est-à-dire que vous allez avoir un état qui correspond à la clé et, et vous allez mélanger donc du coup cet état de clé à celui que vous envoyez. Et l'élément principal, c'est que si jamais quelqu'un observe la clé à un moment, ça va détruire, ça va détruire la clé et sa constitution. Et, surtout, ce qui est important, c'est que les personnes qui communiquent sauront qu'il y a eu un problème avec la clé et qu'il faut en trouver une nouvelle. Et ça, c'est vraiment, ça résulte vraiment du fait que lorsque vous faites une mesure d'un registre quantique, vous allez détruire l'intégralité de son état. Et pour obtenir donc du coup un état, donc par exemple, bah, nous on avait choisi que c'était 1 0 1 0 1 0 1 pour notre algorithme de Grover. Donc si par exemple la clé c'était ça, euh, lorsque vous allez mesurer, vous allez obtenir cet élément-là, mais en fait, si ça se trouve, elle a été mélangée à d'autres états, et vous allez avoir une perte d'information. Et justement, l'intérêt, c'est que bah, vous êtes capable de savoir si jamais il y a eu cette perte d'information ou non. Euh, et donc là, c'est juste histoire d'avoir un peu plus d'informations sur comment c'est réalisé. Je vous ai nommé là actuellement six façons qui ont été étudiées. Donc vous avez en utilisant des supraconducteurs, des ions,
des états solides en utilisant des ions enfermés dans des fluides potentiels. Euh, il y a moins de 5 ans, on était en train de chercher sur les Majorana, donc qui sont des particules assez particulières, assez complexes à obtenir. Il me semble qu'il y a 3 ans, on était sur les ion traps. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de faire de la recherche sur non pas des supraconducteurs, mais des semi-conducteurs. Et sachez que, en fait, tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, mais mais ça arrive régulièrement que on étudie une technologie, on lui trouve des limites, et donc du coup, on commence à chercher une nouvelle technologie. Et donc ça, c'est bah, une partie de la liste des technologies qui ont été étudiées. Entre autres, les Majorana et les Ion Traps sont parmi les dernières en date dans les termes d'études. Euh, les, oh, le graphène aussi est utilisé en tant que, il me semble, en tant que de semi-conducteur. Donc ça, c'est ce qui est en cours d'étude. Mais ce qui va se passer, c'est que si ça se trouve, dans 5 ans, il y aura eu 3 nouvelles technologies. Et bah, si ça se trouve, dans 10 ans, ça sera pareil. Et c'est aussi possible que bah, on réétudie. C'est-à-dire qu'il y a il me semble que que IBM est en train de refaire des nouvelles recherches sur les supraconducteurs en même temps que ses recherches sur les semi-conducteurs. Donc il y a eu beaucoup de possibilités. Les études se font sur bah, soit des nouvelles possibilités et des fois ils reviennent sur dans des anciennes pour dire bah voilà en fait on aurait pu l'améliorer comme ça et donc ils font beaucoup de tests. Mais euh, mais voilà. Euh, je pense qu'un guide Wikipédia sur chacun des éléments sera un peu plus compréhensible si jamais vous voulez aller chercher ces différentes choses. Mais déjà parce que si jamais je commence à vous expliquer qu'est-ce que un Majorana, bah, vous allez pas aller manger. Et, euh, et surtout, je risque de faire des erreurs parce que je n'ai pas la science infuse et je ne maîtrise pas énormément cette technologie. Enfin, je suis un informaticien et voilà, c'était plus pour vous donner un peu d'informations sur comment c'est possible. Euh, Quelle heure est-il? Déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Ouais, j'ai pas eu le temps d'en préparer d'autres. Je vais arrêter l'enregistrement probablement. Au revoir YouTube.